Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle lecture de sciences humaines et sociales. On est toujours sur l'ouvrage de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. On s'est arrêté en plein milieu du chapitre sur la précédente VOD parce que malheureusement mes problèmes de santé m'ont pas permis de continuer jusqu'à la fin du chapitre. Donc voilà, des os, pas des os, comme on dit. On reprend. On en était sur, du coup, les discours des droites pour nous dire « Oh là là, l'État, plus il fait de démocratie, plus il fait la tyrannie des méchantes petites minorités. Ah là là, horrible. » Et nous expliquer aussi qu'on a un problème de financement, parce que vous comprenez, si on va intervenir sur tous les sujets, eh ben en fait on peut pas tout financer, parce que bon quand même il faut faire du profit dans la vie, hein, c'est la base. Donc bah du coup c'est compliqué, on peut pas, ah là là, faut imposer quand même un rapport de force à l'avantage du capitalisme, parce que c'est comme ça une bonne société qui fonctionne, c'est une société basée sur le capitalisme. Bon, c'est pas incroyable comme idée, hein. Enfin encore une fois c'est des idées de droite quoi. Oula, excusez-moi. Je reprends. Le nouveau champ de la lutte des classes, opinait Bell, c'est le conflit fiscal. Tout en reprenant à leur compte la thèse centrale de O'Connor, les néo-conservateurs oblitéraient cependant tout un pan de son raisonnement, pour le réduire à une explication simpliste, monofactorielle de la crise budgétaire. De sorte que, si l'on s'accordait de part et d'autre pour admettre l'existence d'une crise des finances publiques, les explications divergeaient. Pour les néo-conservateurs, cela tenait surtout au tard de la démocratie-providence. L'analyse des néo-marxistes était plus complexe. Non, attendez, ça je l'ai lu. C'était pas ici que j'étais. Excusez-moi, j'étais un peu plus loin. Merde, j'étais où ? Oui, je crois que j'étais là. Pardon, j'étais ici. J'ai pas repris au bon endroit. En gommant les contradictions, la version néo-conservatrice de la théorie de la crise, une reprise partielle et déformée, opérait un déplacement majeur par rapport à la formulation initiale. Ce que les marxistes attribuent à tort à l'économie capitaliste, affirme Huntington, donnant raison à Bell, est en réalité le résultat de la politique démocratique. À ce compte-là, le problème n'est plus le fonctionnement capitaliste de l'économie, mais le fonctionnement démocratique de la politique. Les difficultés des sociétés contemporaines révèlent moins une faillite des économies de marché qu'une faillite de nos institutions politiques. Donc là, l'idée d'extrême droite de base, parce que Samuel Huntington c'est vraiment un mec d'extrême droite, hein, si jamais vous posez la question, c'est quelqu'un qui estime que les personnes racisées doivent rester des minorités sans pouvoir, sans droit, de même que les femmes, etc. Enfin, on est vraiment sur Jean-Michel extrême droite, hein, il est bien à droite. Donc lui, évidemment, ce qu'il nous dit, c'est en fait, l'économie de marché, elle est belle, elle est magnifique. Là, si ça marche pas, c'est parce qu'en fait, la politique, elle est mal faite. Vous comprenez ? Parce que le marché, il est parfait. L'économie, le système capitaliste, il est bien. Faut pas remettre en question le système capitaliste parce que c'est lui qui est le centre de tout. Donc c'est forcément ailleurs que ça plante. Bien sûr. Pas du tout le fait d'être un gros connard conservateur, vous voyez ? Ah, quel enfer. Je reprends. De sorte que, malgré les similitudes apparentes, sous la récupération de surface, ce n'est pas le même problème qui est posé. La question, réécrite par les néo-conservateurs, sera désormais de savoir comment, sans toucher au rapport capitaliste, restaurer la gouvernabilité de l'État. La crise de gouvernabilité de la démocratie est le nom d'une reformulation mutilée de la théorie de la crise. Autrement dit, pour le dire plus simplement, le problème pour les néo-conservateurs, c'est qu'on n'arrive plus à avoir un État qui est capable de forcer les masses à obéir, à aller dans le sens du capitalisme, et on n'est pas capable, avec les changements de société, en tout cas à l'époque, de se dire qu'on va pouvoir continuer à gérer les gouvernements pour qu'ils continuent, ces gouvernements, à pousser les masses dans le bon sens pour le capitalisme. La crise de la gouvernabilité, pour les économistes de l'époque, c'était le constat qu'avec les évolutions, avec les mouvements sociaux qui se mettaient en place, les contestations, les entreprises n'étaient plus capables d'influencer les gouvernements. Les gouvernements étaient en train d'écouter le peuple, et plus les patrons
Et puisqu'ils écoutaient le peuple et plus les patrons, les décisions prises par les gouvernements allaient porter préjudice au monde capitaliste. Donc c'était un problème. Là où évidemment, ce problème-là n'était pas du tout traduit de la même manière du côté notamment des personnes de gauche, hein, concrètement, des prolos, des personnes racisées, des LGBT, etc. Toutes les personnes en fait qui étaient en train de subir le système capitaliste, leur problème c'était le gouvernement va dans la répression pour nous forcer à aller continuer à travailler à la chaîne, à l'usine. Sauf que du coup, on y meurt, sauf que du coup, on se tue, sauf qu'en attendant, les États sont toujours des États fascistes, sauf qu'en attendant, les États sont toujours des États suprémacistes blancs, sauf qu'on est toujours dans un système patriarcal, etc. Bref, la grille de gouvernabilité, on rend compte que, en fait, nos systèmes politiques sont éminemment déficients à tous les niveaux, et qu'en fait, il faut profondément les revoir, voire les faire sauter, pour pouvoir avoir tout simplement des gouvernements qui ont vraiment à cœur les intérêts des populations, en fait, tout simplement. Et donc la crise de gouvernabilité, elle est absolument pas traduite de la même manière. D'un côté, c'est on peut plus forcer les gens à travailler à la chaîne et à se tuer au taf, et de l'autre côté, c'est en fait les gouvernements, ils nous maintiennent dans cet état de fait pourri, et il faut le faire sauter, quoi. Donc bon, petite différence de point de vue, quoi, très légère. Je reprends. Toute critique de l'économie politique étant pour eux fort close par principe, ce discours se rabat nécessairement sur une critique de la raison gouvernementale. La crise de gouvernabilité, disent les néolibéraux, est due aux formes existantes de la décision démocratique, aux défauts inhérents à la structure actuelle de nos mécanismes de choix collectifs, au fait que les démocraties occidentales sont prisonnières d'une technologie politique archaïque. En conséquence, le défi de notre époque n'est pas économique mais d'ordre institutionnel et politique. Imaginez une nouvelle technologie politique. Ah, et là on arrive aux technocrates. Trop bien. On va faire le bingo de tous les trous du cul, hein. C'est incroyable. Révolution, ou plutôt contre-révolution annoncée dans les arts de gouverner. L'État-providence comme base matérielle de l'hégémonie, l'intervention publique comme mode de régulation sociale, la démocratie représentative comme dialectique de la société civile et de l'État, tout cela allait devoir être remis à plat. Ça me fait penser au discours libertarien. De toute façon, on est sur les néolibéraux. On est sur les conservateurs néolibéraux. Donc oui, bien sûr que c'est des discours qui sont libertariens. Parce qu'en fait, dans cette vision-là des choses, il faut un État qui n'intervient pas, ou le moins possible. Et quand il intervient, c'est pour protéger le capitalisme et pour protéger les possédants, etc. Parce qu'il faut protéger les intérêts privés, quoi. Hein. Et évidemment, du coup, protéger les rapports de force qu'il y a, évidemment disproportionnés entre les possédants et tous les autres, qui sont la très grande majorité, les autres. Donc oui, on est sur des discours libertariens. Enfin, ça, oui, ce sont les mêmes discours. Et là, on est sur des discours qui datent des années 70, hein. Mais ils n'ont pas changé. C'est toujours la même logique derrière, hein. On présente souvent l'État-providence des 30 Glorieuses comme un compromis historique ayant permis d'assurer une forte croissance en même temps qu'un faible niveau de conflictualité sociale. Au milieu des années 70, ce n'est pas ou plus du tout ainsi que les choses est perçues au sein des classes dominantes. Ce qui avait pu être vanté comme un régime de stabilisation, un étouffoir des luttes, s'est manifestement retourné en son contraire. Ce constat, André Gorz le dressait lui aussi d'un autre point de vue. Contrairement aux prévisions des fondateurs de l'État-providence, les protections et prestations sociales n'ayant pas réconcilié la population avec la société capitaliste en intervenant, réglementant, protégeant, arbitrant dans tous les domaines, l'État s'est placé en première ligne. La crise de gouvernabilité à l'échelle des sociétés comme à celle des entreprises marquait l'épuisement d'un modèle. On était parvenu à une situation limite où l'État social ne pouvait espérer conserver son pouvoir de régulation et d'arbitrage qu'en restreignant le jeu du marché plus qu'il ne l'avait fait jusque-là, ce qui signifiait l'épreuve de force avec la bourgeoisie. C'est une prédation de l'État des mutuelles ouvrières, une gradation en dehors de l'État, une récupération de modèle. L'État-providence n'a jamais existé. Ah oui, complètement. Bien sûr, mais parce que c'est encore une fois, comme toujours, la réutilisation de termes, d'idées, de valeurs, mais qui sont dénuées de sens, qui sont vidées de sens pour simplement forcer à rentrer, on va dire, dans le moule capitaliste, etc. Je reçois quelque chose de la part de notre camarade. Oui, notre camarade, elle m'a envoyé
HAL Open Science, la sociale contre l'État-providence, prédation et protection sociale de Philippe Batifoulier, Nicolas da Silva et Merdad Vahabi. En vrai, ça pourrait être intéressant que je bookine ça une fois avec vous en live. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, Da Silva, je connais. C'est un auteur que je connais. Les deux autres, non. En tout cas, me disent rien. Mais Nicolas Da Silva, j'ai déjà vu passer. J'ai déjà lu des travaux. Ouais, je pense que ça, je vais le garder de côté. Et en vrai, on pourrait faire un live lecture sur ça une fois. Bon, après, j'ai bien envie de finir quand même ce qu'on a. Hein. Voilà. J'ai bien envie de finir déjà. Là, on est page 213. On a dit c'est 260 pour la fin. 40 pages, quoi. 40 pages. On s'en rapproche doucement, mais sûrement. Un coin de l'œil. Je reprends où j'en étais. Donc voilà, on en était sur, bah voilà, on constate que l'État-providence, ça marche pas, même si l'État-providence est déjà une entourloupe finie, mais bref, anyway. Et donc, bah, puisque on constate que ça marche pas, bah, il va sûrement y avoir une épreuve de force avec la bourgeoisie. Surprise, mais pas surprise, oui, c'est le cas, et non, on gagne pas. On gagne pas parce qu'encore une fois, le rapport de force n'est pas égal. C'est souvent, systématiquement, le problème, c'est ce qui est occulté. Le rapport de force n'est pas à égalité. Encore une fois, quand vous avez, par exemple, au niveau des politiques, des campagnes avec un Jean-Michel qui est complètement mis en avant par la grande majorité des médias, parce que la grande majorité des médias sont dans les mains, en fait, d'un Jean-Billy Bolloré qui a très envie d'avoir ce candidat-là en place, et ben en fait, le rapport de force, il est éclaté au sol. Hein, et étonnamment, ce sont cette vision-là du monde qui passe. Ce sont ce modèle-là politique qui passe, parce qu'encore une fois, malheureusement, la classe bourgeoise, c'est celle qui a pris position de force dans nos sociétés, et pas depuis 3 jours, hein, depuis très longtemps, en s'accaparant les ressources, en exploitant, en faisant disparaître aussi celles qui contestent. Hein. N'oublions pas quand même que la bourgeoisie, elle a vraiment main dans la main avec le fascisme depuis des plombes et des plombes pour mater, pour faire disparaître, pour éliminer la concurrence. Hein. Donc, et quand je parle de la concurrence, je parle de nous, hein, du peuple, hein, des gens en face, des personnes racisées, des personnes femmes, des personnes handi, des personnes LGBT, etc., qui sont en train de subir ce système et qui juste sont en train d'en mourir, quoi. 40 pages dans 5 ou 6 streams, on y est. Non mais ça va. Ça va. Arrêtez. Là, le stream d'avant, il nous restait 100 pages. Et là, il en reste plus que 40. C'est bon, là. On va le finir aujourd'hui. Ou le prochain stream. Franchement, ça va. Bonjour Apollyon. J'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez que vous avez des alertes spécialisées, certains et certaines. Genre Apollyon, t'as une alerte spécialisée d'arrivée. Je vous le rappelle de temps en temps quand même, mais vous avez des cadeaux qui traînent, hein, si besoin. Voilà. Je reprends la lecture. Huntington envisageait, quant à lui, 2 grands scénarios. L'un optimiste. Oula, celui qui est optimiste, je sais pas pourquoi, je sens venir l'enfer. L'ouverture et le pluralisme de la démocratie permettraient de s'adapter à des circonstances changeantes, garantissant ainsi la stabilité du système à long terme. Et l'autre, pessimiste, où la crise de gouvernabilité, en s'approfondissant, conduirait à la surcharge du système et à terme à sa polarisation et son effondrement. Alors, on a eu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il entend par je vais y arriver, par polarisation, etc. En tout cas, selon Huntington et 2-3 autres auteurs, la polarisation, c'est le moment où on se rend compte que le régime politique actuel ne peut pas remplir ces demandes qui sont en fait antinomiques l'une de l'autre. Donc du coup, il finit par éclater. Et la manière dont il éclate, c'est que politiquement, les gens vont commencer à voter pour les 2 extrêmes. Et 2 extrêmes qui sont égaux par ailleurs. Donc l'extrême gauche qui milite pour plus de droits et l'extrême droite qui milite pour éradiquer les autres. Voilà. Et pour lui, c'est un problème. Parce que les 2 extrêmes prennent de la puissance et pas les gens au centre rationnel. Voilà. Voilà. Je vous rappelle aussi, toujours au cas où, hein, vous l'avez oublié, ou que vous n'étiez pas là parce que le raid est arrivé après, Huntington, donc Samuel Huntington, c'est également le mec qui nous expliquait que un très bon régime démocratique
c'était le régime démocratique grec dans lequel les esclaves, les femmes et les personnes racisées, globalement, n'avaient pas le droit de voter et que c'était bien parce que ça permettait de respecter la démocratie. C'était pas des minorités qui forçaient tyranniquement les lois. C'est ça la vraie démocratie. Voilà, hein, on est sur ce niveau-là quand même. Hein. Samuel Huntington, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Hein. C'est une vision de la démocratie. La vision de la démocratie où t'as viré en fait tout le monde. T'as viré tout le monde, voilà. Et du coup, bah, c'est la démocratie. Oui, bah oui. Non, parce qu'il nous explique qu'en fait, comme il réclame plus de droits, forcément, c'est une dictature parce que, bah, en réclamant plus de droits, ils vont empêcher d'autres gens, ceux qui sont actuellement au pouvoir, bah, du coup, de rester au pouvoir. Donc, c'est une tyrannie. C'est une dictature. Voilà. Vraiment, tu te dis, waouh, le niveau. Le niveau. Waouh. Ouais. La vraie démocratie, c'est quand la minorité d'en haut choisit ses propres outils de domination sur les autres. Bah, c'est un peu le propos de Huntington en clair, ouais. Ouais. Ah non, mais je vous avoue que la phrase de tout à l'heure où il nous a sorti premier degré que quand même la vraie démocratie, la bonne démocratie, c'était celle grecque où les esclaves, les femmes, les noirs étaient mis de côté. Tu fais ok. C'est quand même quelque chose. Très bien. On va tout cramer. Faudrait quand même pas que les gens pour qui c'est utile d'avoir le droit de vote et le droit de vote, bah non. Voyons, quelle idée. Quelle infamie. Je reprends. Dans les 70s, l'intellectuel de droite se montre volontiers mélancolique. La crise est grave. Le capitalisme court à sa perte, d'où le ton apocalyptique souvent adopté dans cette littérature. La démocratie, représentative et libérale, souffre de contradictions internes qui risquent fort de s'accroître avec le temps. Au vu des signes actuels, prédit Brittan, il se peut que les adultes d'aujourd'hui assistent de leur vivant à la mort du système. Oui, on espère. On veut le voir cramer, on veut le voir agoniser. Je veux voir le système capitaliste en train de saigner devant moi et vraiment de crever dans la merde. Voilà. Je le souhaite activement. Enfin, non, mais que ça soit clair, quoi, s'il y en a qui en doutent encore. Oui, je veux. Je suis pour. Je suis pour, à 200%. Voilà, mélancolique et pas Mélenchon, on précise. Non, pas Mélenchon. Pas Mélenchon. Je reprends. Et bonjour et merci pour le follow, Anamine. Tu es, selon l'Académie des vieux croutons français, acolyte des illustres fougères, Anamine 6. Voilà, j'attends toujours la petite synthèse vocale. Le pessimisme de la commission trilatérale, commentait-on à gauche, devrait susciter l'optimisme partout ailleurs. Si les groupes qui détiennent le pouvoir pensent qu'ils sont en train de le perdre, ce ne peut être que parce que tous les autres sont en train d'en gagner. Si leur monde s'écroule, c'est que le nôtre va se construire. Leurs craintes sont en réalité le miroir de nos opportunités. Alors, oui et non, dans le sens où, oui, c'est parce qu'ils flippent et qu'ils voient qu'ils sont en train de perdre des morceaux, des très très petits morceaux, ou qu'ils imaginent le potentiel qu'à terme, peut-être, ils perdent des morceaux de pouvoir, qu'effectivement, ils réagissent comme ça. Donc c'est plutôt encourageant en soi. Mais ça change pas qu'en attendant, ils ont quand même un rapport de force qui est à leur avantage. Donc disons que l'optimisme, il est pas là de mon côté. Mais bon. Et Jean-Mi, j'espère que ta réunion s'est bien passée, en tout cas aussi bien que possible. Mais l'alarmisme affiché par les conservateurs, davantage sans doute qu'un véritable défaitisme, était plutôt l'amorce d'un élan de reconquête. Voilà, moi c'est plus ça que je sens, vous voyez. Ok, ils paniquent, ils se mobilisent. Mais justement, ils se mobilisent, quoi. Donc, voilà. Des fois, il y a aussi le fait que l'extrême droite invente des fausses paniques pour faire diversion. C'est pas pour faire diversion. J'ai beaucoup de mal avec la thèse de l'extrême droite invente des paniques morales pour faire diversion. Parce que, en fait, si on parle de panique morale pour faire diversion,
ça sous-entend que la chose qui a provoqué la panique morale n'est pas un vrai sujet en soi, vous voyez, qu'il est construit de toutes pièces par l'extrême droite, et en fait, c'est une idée qui, moi, me déplaît. Typiquement, on va avoir cette notion de panique pour faire diversion sur les questions du racisme, sur les questions LGBT, sur les questions handi, etc., etc. Or, la problématique de base, c'est pas quelque chose qui déjà appartient à l'extrême droite. Déjà, l'extrême droite fait une panique morale sur tel truc, mais le truc, il existe indépendamment de l'extrême droite, et généralement pour combattre l'extrême droite. Donc déjà, moi, ça me dérange beaucoup d'avoir cette lecture du panique morale pour faire diversion. Parce qu'en fait, en disant que, du coup, et en validant cette vision de pour faire diversion, ça sous-entend que c'est pas un vrai sujet. Et pour moi, c'est un problème. A contrario, par contre, voir ça comme une stratégie réfléchie, entendue, posée pour mobiliser les militants d'extrême droite, pour lutter contre tout simplement des droits pour autrui, ça oui, ça clairement. La panique morale est une technique pour mobiliser les troupes d'extrême droite, pour mobiliser tout simplement les fascistes, et de manière plus large les droites, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui fait des paniques morales, la droite toute court, elle le fait très bien aussi, c'est aussi des réactionnaires, se font des paniques morales dans un mécanisme politique réfléchi, pensé, rodé, afin de mobiliser des troupes, afin de mobiliser des ressources pour combattre justement ce qu'il y a en face. Ça par contre oui. Oui, c'était cool, parfait Jean-Mi. Et c'est une mécanique bien rodée, totalement pensée. Le monde des dominants peut en effet s'effondrer, mais rien ne dit qu'il n'est pas forcément remplacé par mieux. Un autre monde dominant peut advenir, et historiquement, c'est souvent arrivé comme ça, très souvent. Oui, parce que en fait, le dominant d'aujourd'hui, c'est pas c'est pas une identité et basta. C'est pas genre toutes les personnes qui sont en situation de domination à l'heure actuelle sont le même profil. Bien sûr que vous avez une écrasante majorité de gens qui sont en situation de domination aujourd'hui qui sont globalement un mec cis, blanc, hétéro, valide, hétéronormé, bourgeois, issu des pays européens. Grosso merdo, oui. C'est une évidence. Enfin, pays occidentaux d'ailleurs. Le fait est que, par contre, il n'y a pas que ce profil-là spécifiquement qui est en situation de pouvoir. Des situations de pouvoir, vous en avez plein. Des situations de domination, vous en avez plein. Et le fait est qu'au cours de l'histoire, on s'est rendu compte qu'effectivement, souvent, quand il y a des mobilisations sociales, etc., qui se mettent en place, elles sont récupérées, elles sont réutilisées par quelqu'un qui est déjà en situation de pouvoir pour supplanter quelqu'un d'autre qui est déjà en situation de pouvoir. Et ça, c'est un truc à prendre en compte, en fait. Ça, c'est un truc à pas oublier quand même. C'est toujours les minorités qui ramassent. Mal les adresser, c'est produire du réductionnisme. Oui. Vu comme ça, oui, j'entendais pas ça comme ça, mais t'as parfaitement raison, je ferai gaffe. Je suis désolé, mais moi je suis vraiment la relou. Voilà, je vous le dis en toute franchise, moi je suis la personne relou qui viendra toujours vous dire, je sais que c'est peut-être pas ce que tu penses, mais ta formulation peut laisser penser ceci. Parce que malheureusement, vous ne savez pas qui est en face de vous, vous ne savez pas ce que vous transmettez, vous ne savez pas forcément non plus ce que vous avez comme bagage sans vous rendre compte du fait même d'évoluer dans des sociétés oppressives, etc. Et encore une fois, ça compte pour tout le monde. Enfin, même moi, premier degré, il faut me dire quand je dis de la merde, parce que j'en dis probablement. Je le replace. Je suis pas le gros cerveau politique qui sait tout. Je ne m'appelle pas Lordon. Non, ici on n'aime pas Lordon. Si jamais vous posez la question, on n'aime pas beaucoup Lordon. On a lu un ouvrage de Lordon et c'était une purge. Et d'ailleurs, Lordon, typiquement, Lordon, lui, il vous dit que mais les causes LGBT, les causes des personnes racisées, les causes féministes, vous ne vous rendez pas compte, mais ce ne sont que des diversions de l'extrême droite pour divertir le peuple. Voilà, c'est Lordon dans le texte. On a fait une lecture commentée de Lordon, les affects de la politique, c'était pas bien. C'était pas bien, c'était de la merde. Lordon, c'est vraiment une grosse merde. Voilà, je le dis avec des termes vraiment pas très polis, mais oui, Lordon, c'est Ruffin avec plus de vocabulaire. Oui, c'est le même courant de pensée. C'est pitoyablement le même modèle de pensée. C'est vraiment pareil. C'est pas bien. C'est vieux, c'est rance, c'est bien blanc, c'est bien mec. Ouais, non, clairement, y a plein de trucs qui ne vont pas. Je rattrape. Justement, j'entendais la chose plus comme une stratégie, mais ma formulation était à côté de la plaque. La Panic Walk de Alex Maudo, chez Édition Textuelle, discute des paniques morales à travers les walks. J'ai pas lu
la Panic Walk, je l'ai entendu passer, mais j'avoue que je me suis pas du tout fourni ce livre-là. Peut-être qu'un jour il faudrait, mais j'ai déjà beaucoup de livres à faire avec vous. Notamment, il y a un énorme manuel des sciences sociales indociles là qui me regarde avec toutes ces pages. Et je me dis, oh, qu'on va s'attaquer à la lecture commentée de ça. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ça va être quelque chose. Voilà. Ouais. Ouais, le manuel est bien, mais c'est vraiment un manuel à prendre par sujet. Ouais, bah c'est une des grosses critiques que j'en ai, c'est ouais. Il y a des choses à dire. Il y a des bons angles, puis des fois, moins bien, quand même. Voilà, on verra. L'intersectionnalité, c'est un diagramme de veine. Fred. Tu fais exprès, copine, de réveiller des choses dans ma tête. Genre, j'ai cette question. Quand on dit le manuel et aller plus loin, oui, c'est une bonne pratique. Mais bref, anyway, je refocus ficus sur la lecture. Parce qu'après tout, je ne peux pas passer à un nouvel ouvrage à vous faire en lecture commentée tant que j'ai pas fini celui-là. Donc bon, on va un petit peu focus quand même. Hein. J'en étais où ? J'en étais là. Mais l'alarmisme affiché par les conservateurs, d'avant tout... non, ça je l'ai lu. J'étais juste paragraphe après. Une chose est sûre, écrivait Huntington, on ne peut compter sur aucune main invisible pour assurer la viabilité des politiques démocratiques. Bref, contrairement à toute hypothèse d'autocorrection automatique, il va falloir intervenir. Faute d'un tel sursaut, les problèmes déjà repérés peuvent s'accumuler et très certainement finir par détruire l'ordre politique. Donc l'ordre politique, sous-entendu, le rapport de force à l'avantage d'une classe de population très particulière et très définie qui est complètement oppressive. Pas comme En toute puissance, qui est juste gigantesque. Il est très bien. Il est très bien En toute puissance. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller lire En toute puissance ou d'aller écouter ma lecture commentée d'En toute puissance, écrit par V6, avec donc du coup... tout le bagage de psychologie sociale que vous pouvez retrouver également sur leur chaîne YouTube à V6 et Shaika. Horizon Gull, quoique non, maintenant ça a été renommé. Hacking Social maintenant. Hacking Social, comme le blog. D'ailleurs, si vous faites point d'exclamation HS dans le chat, vous avez les liens. Coin de l'œil. Coin de l'œil. Et franchement, En toute puissance, il était cool. Il était très cool. Vraiment, vraiment très cool. Je reprends. Le temps n'est plus, Concouret et Dahrendorf a remplacé un à un les plombs qui ont fondu. Non, en vérité, ce dont nous avons besoin, c'est d'un autre système de fusibles. Ce qu'il faut, annonçait de même Fritz Sharps, ce ne sont pas des réparations ou des améliorations ponctuelles d'éléments particuliers du mécanisme de l'État-providence. C'est une nouvelle configuration du pouvoir. Un changement comparable en magnitude à la transition du capitalisme du laisser-faire vers l'État-providence il y a un demi-siècle. Mais dans l'autre sens, un grand bond en arrière. Ouh, ça donne envie. Hey. Et venez, notre révolution politique, c'est de régresser. Franchement, c'est vendeur comme truc. Franchement, ça donne envie. Non, mais ça vous donne pas envie, vous ? Franchement, maintenant, on est un peu moins oppressif. Hein, on se dit que peut-être ça pourrait être éventuellement, peut-être bien de réfléchir à la question d'être moins oppressif. Mais comme on est bien, écoutez, je vous propose que du coup, on fasse retour en arrière. Voilà, on refait un régime comme avant. On met un roi tout plein de pouvoir et c'est bien, non ? Quel enfer. D'ailleurs, ton message de pub pour HS est pas à update. Ah bah oui. Oui. Ah oui, puisqu'il y a marqué Horizon Gull alors que c'est plus le cas. Attendez, je vais modifier ça tout de suite. HS, tu es où ? Tu es là. HS, envoyer un message. Et Et bah du coup, je vais juste faire ça comme ça. Parfait. Et si je tente, hop, ça donne ça. Oui, mais il faut rentrer. Si j'appuie pas sur rentrer, ça marche pas. Voilà, très bien, parfait, incroyable, magnifique.
Merci, du coup. J'avais pas fait attention à la coquille, comme quoi. Hein. Je reprends. Chapitre 23. Hayek au Chili. Bien que le capitalisme et la démocratie aient historiquement émergé de conserve, et tous deux étaient justifiés par le libéralisme philosophique, il n'y a aucune nécessité théorique ou pratique à ce qu'ils aillent de pair. Citation de Daniel Bell. La menace qui pèse sur l'existence de la grande entreprise provient d'un conflit fondamental entre notre forme de démocratie politique et le système du marché. Nous avons la conviction que ces deux systèmes sont en fin de compte incompatibles. Il faut prendre au sérieux ce qu'affirmaient là, en 1978, Jensen et Meckling. Pour la gauche radicale, il ne pouvait y avoir d'authentique démocratie sans sortir du capitalisme. Réciproquement, à droite, beaucoup se mettaient de plus en plus ouvertement à considérer qu'il n'y aurait pas de salut pour le capitalisme sans se délester d'une façon ou d'une autre de la démocratie. Et là, du coup, vous retombez sur un truc que je vous ai déjà dit plusieurs fois en live. On ne peut pas retirer du capitalisme le fascisme. Intrinsèquement, le capitalisme est un fascisme. C'est pas possible autrement. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Tout cadre qui essaye de faire entrer le capitalisme et autre chose que du fascisme, ça marchera pas. Ça plantera systématiquement, puisqu'intrinsèquement, le capitalisme est un fascisme. Et étonnamment, vous vous rendez compte que les auteurs dans les années 80, à gauche comme à droite, les deux étaient d'accord sur ça. Du coup, ils n'avaient pas le même projet, aussi, étonnamment. Du coup, parce que ceux de gauche, globalement, ils avaient envie de faire du coup disparaître le capitalisme, et donc les fascismes, potentiellement. Parce que vous pouvez aussi avoir du fascisme sans qu'il y ait de capitalisme, hein, en passant. Mais par contre, à droite, c'était l'inverse. Non, on veut le capitalisme, donc en fait, il faut vraiment qu'on y aille niveau fascisme, en fait. Hein, on va virer toute la composante démocratique, là. Hop, hein. Surprise, mais en fait, non. À dire que les idées originales historiquement parlant du capitalisme ou de structurer la société et sacrification des individus selon des critères pré-fascistes fascisants, la colonisation, le racisme, à croire, hein, franchement, on pourrait croire que c'est lié. Surprise, mais en fait, non, pas surprise, hein. La seule nuance, c'est comment c'est assumé entre la gauche et la droite étatique. Ouais. Oui, je crois que tu l'as déjà dit, mais il vaut mieux le rappeler, hein, systématiquement. Je reprends. Certains, écrivait Huntington, prétendent que seul remède au mot de la démocratie est davantage de démocratie. Mais dans les circonstances actuelles, répondait-il, cela équivaudrait à jeter de l'huile sur le feu. Sachant que pour fonctionner efficacement, le système politique requiert une certaine dose d'apathie et de non-engagement de la part des gouvernés. Ce qu'il faut, au contraire, c'est un plus haut degré de modération dans la démocratie. Oui, donc en fait, pas de démocratie, quoi. Voilà. Jean-Michel fasciste vous dit, en fait, c'est bien fascisme parce que c'est à mon avantage. Voilà. Surprise. Mais en fait, non. Pas surprise. La démocratie, donc, se consomme avec modération. Mais comment, dans cette période de forte politisation, imposer une sobriété de ce genre ? L'exclusion statutaire d'une partie de la population n'étant plus une option envisageable, il faudrait que les Noirs, les femmes et autres minorités s'auto-restreignent. Ils apprennent à se tenir. Ça, apparemment, ce sont des propos rapportés. Je suis curieux de savoir d'où ça vient, tiens. Référence 67. Excusez-moi, je veux savoir qui a sorti ce genre d'immondice. On a dit 67. La démocratie libérale pourrait encore être sauvée, estimait de même Brittan, si l'égalitarisme contemporain perdait de son ascendant. Samuel Brittan, The Economic Contradiction of Democracy. C'est ça la ref ? Attendez. Ouais, apparemment. Donc la ref, c'est Samuel Brittan, Economic Contradiction of Democracy. Ça donne pas envie. Je reprends. Mais on se doutait bien qu'il ne fallait pas trop compter là-dessus. Les tensions susceptibles de prévaloir dans une société post-industrielle exigeront probablement, avertissait Huntington, un modèle de prise de décision gouvernementale plus autoritaire et plus efficace. Et d'ajouter, glaçant,
il est probable que la politique post-industrielle représente la face la plus sombre de la société post-industrielle. Donc, c'est-à-dire que même le mec d'extrême droite, Samuel Huntington, est capable de se dire « Ah, humainement, on va être des vraies saloperies. Hein. » Et ne pas y voir un problème. Encore une fois, les mecs ne voient pas le problème à être vraiment, mais le pire modèle humain possible sur Terre. Pour eux, premier degré, c'est ce qu'il faut faire. Point. Ça me... Ah, comment est-ce qu'on peut faire société avec des gens pareils, quoi? Et du coup, on retombe sur la question de... sur la réponse de non, je ne veux pas faire société avec ces gens-là. Tellement pas. Quel enfer, mais quel putain d'enfer! Le mot là, c'est la déshumanisation, hein, processus. Ah non, ouais, c'est. Oui. 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 Comme le note à l'époque un critique, le ton inhabituellement cru du rapport sur la gouvernabilité des démocraties violait un tabou de la société américaine. Aussi grande que soit votre haine de la démocratie, il ne faut jamais en enfreindre la rhétorique en public, raison pour laquelle ce rapport a suscité une véritable controverse au sein de la commission trilatérale elle-même. Toujours est-il que des intellectuels occidentaux débattent désormais le plus sérieusement du monde, d'hypothèses qui étaient encore il y a peu réservées à quelques franges délirantes. Oh tiens, surprise, qu'on fait rentrer les discours d'extrême droite, la seule chose que vous faites en fait c'est faire rentrer les discours d'extrême droite. Oh, surprise, mais en fait non, pas surprise. Au cours de la discussion qui suivit l'exposé d'Huntington lors de la réunion trilatérale à Kyoto en mai 1975, Dahrendorf critiqua à mots couverts sa problématique. N'était-il pas en train de suggérer que restaurer l'autorité gouvernementale impliquait un État fort, non seulement politiquement mais aussi économiquement? Un État interventionniste, voire dirigiste? Or, ne vaudrait-il pas mieux considérer que l'un des enjeux de la démocratie est de permettre aux gens et aux groupes d'opérer dans ce qu'on peut appeler un environnement de marché, plutôt que dans un environnement qui soit largement déterminé par des directives en provenance du gouvernement ou d'institutions politiques? L'enjeu du débat portait sur la nature du tournant autoritaire évoqué par Huntington. Serait-il ou non libéral au plan économique? Oh mais voilà, non mais vraiment. La critique qu'il y a, la putain de critique qu'il y a, c'est... Oui, fascisme, mais fascisme 1 ou fascisme 2? Non, parce que dans le cas du fascisme 1, moi je suis pas trop d'accord, alors que le fascisme 2, par contre, là ça me va. Mais toi, du coup, apparemment, c'est le fascisme 2 qui te plaît pas trop, alors que le fascisme 1, c'est plutôt ok. Donc, je pense qu'on a un problème, hein. Non mais vraiment, hein, on est sur ce niveau-là des débats, quoi. Genre les mecs, c'est tellement des raclures, c'est tellement des sacs de purin, que le seul problème qu'ils ont, c'est la forme du fascisme, quoi. Vraiment, c'est ça leur problème. Quel fascisme on fait? Non, parce que le fascisme, ça va, ça c'est bien, c'est bon, ok. Mais nous, on fait lequel? Eh, vas-y, quoi. Flemme, hein. Vraiment flemme, hein. Je suis détente. Fascisme dégaulien a prévalu sur celui d'Hitler. De Gaulien plutôt, de Gaulien, je connais pas. Voilà, le fascisme la type de Gaulle, bah oui, mais ça passe. Mais bon, après, c'est un peu celui de Pétain, et puis bah finalement, c'est un peu toujours pareil, quoi. Donc c'est toujours du fascisme. Surprise, mais en fait, non. Oui, le racisme, c'est pas du fascisme. C'est un mec de gauche qui a dit ça. Qui a dit ça? Vas-y, dis-moi, qui a dit ça? Qui a lâché ça? C'est quelqu'un que je connais? C'est un streamer ou quoi? Je suis même pas vraiment surpris. Hein. Frustration Mac. Bah tiens. Bizarrement, Frustration Mag. Oh, zut alors. Capable de lâcher des trucs très nuls. Bah alors. C'est genre... attendez. J'ai une alerte pour ça. J'ai une alerte pour ça. Juste un instant. Que je la retrouve. C'est... Poup, tu es où? Non, je suis trop remonté. Bah voilà, je suis trop remonté et du coup je le vois pas. Et ma famille. Ah bah voilà, il est là.
Surprise. Mais en fait, non, pas de surprise. Voilà. Voilà. Sur ce, j'ai un bouquin à finir, donc je reprends. Dans un autre texte, Dahrendorf explicitait les coordonnées du problème. À partir du moment où la croissance économique, condition sine qua non pour que les gouvernements puissent répondre aux attentes qu'ils ont eux-mêmes stimulées, c'est déjà faux. C'est déjà faux. C'est, putain de merde, déjà faux. La prémisse, littéralement, c'est faut forcément faire du capitalisme pour pouvoir après s'occuper du commun. Bah non, en fait. Bah non. Sors du modèle capitaliste, sors de la question de rentabilité, sors de la question, en fait, tout simplement, de la croissance économique et mon cul, en fait. Et tu vas voir que tu peux tout à fait t'occuper de ce qu'a besoin le commun et de gérer les questions communes et sociales sans avoir de société capitaliste. Mais bon, ça demande d'avoir un peu de réflexion, quoi. Ça demande de pas être un connard de droite, quoi. Donc, voilà, instant écolo, les fermes autogérées, les quartiers solidaires, ça prouve ça, par exemple. Par exemple, ouais. Mais bon. Surprise, mais pas surprise, quoi. Comme d'hab, hein, ça demande d'avoir un peu plus de réflexion que le premier mec cis blanc hétéro valide bourge. Parce que là, on est sur des économistes, hein. On est sur des économistes américains et européens, globalement. On est sur des mecs qui sont en situation de pouvoir, qui vivent très très bien le système tel qu'il est fait. Donc, en même temps, eux se remettre en question et se dire que potentiellement ils ont tort et ils tapent complètement à côté, ouf, ça n'est pas là. Bon, je reprends sur ça. Donc, condition sine qua non pour que les gouvernements puissent répondre aux attentes qu'ils ont eux-mêmes stimulées. Ce grip, les gouvernements démocratiques font face à de sérieux ennuis. Dans l'hypothèse où nous serions au début du cycle Kondratiev, veut dire un quart de siècle de faible croissance, voire de déclin économique, la politique démocratique n'aura plus les moyens d'en faire face. Ce n'est, telle en tout cas la conclusion de Huntington, en introduisant des éléments d'autoritarisme que nous pouvons survivre à cette longue chute. Car, après tout, comme le mentionnait assez cyniquement Richard Rose, un régime qui a perdu le consentement populaire tout en ayant conservé son efficacité peut encore recourir à la menace de la coercition pour mener à bien ses politiques. Vraiment, vraiment. Hein. Vraiment. Vraiment, les gens de droite, ça commence à me saouler beaucoup. Ces gens de droite commencent vraiment à me saouler beaucoup. Oh putain. Faut être prêt à se taper les flics dans un podcast que j'ai écouté. Elle disait que le problème des blancs, c'est d'avoir encore trop à perdre pour être radical. Mais bien sûr, c'est une évidence. Encore une fois, tout à l'heure, le propos qui avait été tenu, et qui avait été tenu par Chamaillou, c'était de dire ce n'est que depuis les années 80 que vous avez globalement la classe prolétaire qui gueule et qui commence à réclamer une existence politique, etc. Et que les minorités, sinon, avant, elles étaient passives, etc. Il y a vraiment une vision du monde dans lequel tout n'est vu que par le prisme blanc. C'est-à-dire que concrètement, ça fait littéralement des siècles que les populations racisées se font massacrer, exploiter, et qu'elles font ce qu'elles peuvent pour survivre. Ça fait des siècles que les meufs, pareil en fait, que les populations LGBT, que les personnes handies, etc., subissent en fait. Globalement, les populations minorisées subissent et se mobilisent et font ce qu'elles peuvent. Par contre, ça ne devient visible en termes politiques qu'à partir du moment où même des mecs cis blancs commencent à être concernés. Et c'est là où ça commence à dire oui, c'est vrai que peut-être il faudrait un peu agir. Et c'est le seul moment où le problème est reconnu comme étant un problème en fait. Sinon avant c'est pas un problème, sinon avant c'est que les minorités elles sont passives. Elles sont passives, inactives. Alors que c'est faux, factuellement on sait que c'est faux. Mais bon. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que, encore une fois, les populations blanches, en fait, il y en a une certaine partie qui vont commencer à se retrouver concernées quand même beaucoup. On le voit aujourd'hui. Et encore une fois, ça va prendre du temps parce que les populations blanches sont très largement à l'avantage, de manière évidente. Mais ça change pas que la société, elle va de pire en pire, en fait. Donc, de plus en plus de gens vont être lésés au point de plus pouvoir avoir grand-chose à perdre, parce qu'il n'y aura plus grand-chose à perdre.
Bon, il y aura toujours de la marge par rapport à des personnes racisées, etc. Mais bon. C'est entre autres pour ça que de nos jours, les mouvements les plus radicaux sont l'antiracisme et écologique, car les jeunes, notamment, sont dos au mur depuis la colonisation ou par la crise écologique. Toute récupération de ces mouvements sera donc mitigée. La radicalité, c'est de ne pas avoir le choix. C'est l'axe du podcast, en tout cas, et j'approuve un peu. Personnellement, oui, je pense que je n'ai jamais été aussi radical que depuis que je me suis retrouvé à devoir survivre avec 100 balles par mois. Et que, étonnamment, je n'arrive pas à survivre avec 100 balles par mois. Parce que je suis malade, parce que je suis handi, parce que, en fait, c'est pas possible, quoi, à tellement de niveaux. Donc, oui, je constate que, moi, j'ai pas de choix, en fait. Parce que mon choix, qu'on soit d'accord, si là, actuellement, Anémone, avec qui je vis en colocation, ne permettait pas de payer les courses, les factures, en très grande majorité, mon seul choix, c'est de mourir. Voilà, qu'on soit vraiment factuellement concret. Dans une société comme la nôtre, mon seul choix, c'est de crever. Et quand je vois qu'actuellement, le peu de soutien public que j'ai, et vraiment il est très très léger parce que j'ai pas le droit à une aide économique ou quoi que ce soit, je n'ai même plus le droit à avoir le remboursement de mes traitements puisqu'il a été estimé par la MDPH que mes traitements ne sont pas assez coûteux individuellement et donc du coup, il n'y avait pas assez de revenus pour les payer tout simplement. Donc je dois payer de nouveau depuis... maintenant 2 ans, mes traitements médicaux, qui, je le rappelle, si je les prends pas, font que je meurs en quelques mois. Voilà, juste pour information, voilà. Si je peux pas payer mes traitements médicaux, en quelques mois, je meurs. On place le truc, Factuellement, je ne peux pas me passer de mes médicaments. Voilà. Mais je dois les payer de ma poche, alors que j'ai pas de revenus, et que, du fait de ma santé, je ne peux pas avoir d'emploi. Mais je n'ai pas d'aide de la part de l'État. Vous voyez un peu la petite blague là, le petit truc sympatoche? Donc concrètement, s'il n'y avait pas Anémone dans ma vie, moi mon seul choix c'est de crever. Partant de là, forcément, étonnamment, je deviens radical. C'est bizarre, quand même. Qu'est-ce que c'est bizarre? Et je vous avoue que même avec Anémone, c'est quand même grave compliqué. Parce que, encore une fois, elle survient aux besoins de 2 personnes en ayant un salaire qui n'est pas beaucoup plus élevé que le SMIC, quoi. Et moi, avec 100 balles par mois, je vais pas aller très loin, niveau aide, très clairement. Donc forcément, oui, quand on se retrouve dos au mur, on devient radical. Très très clairement. Parce que, encore une fois, c'est pas une question de choix. Tant que tu as du confort, tu n'as pas d'intérêt à être radical. Tant que tu as du confort, tu peux te dire, on va dire d'un point de vue réflexion, ça serait bien quand même d'être plus radical, mais t'es pas obligé d'être radical. Et si t'es pas obligé d'être radical, la très grande majorité des gens vont choisir de ne pas l'être. Parce que, très franchement, la très grande majorité des gens, ils peuvent déjà prendre plein la gueule de plein de manières différentes. Ils sont pas encore au pied du mur en fait, ils sont pas encore dos au mur et ils ont pas le petit espace qu'ils ont entre le mur et le vide, ce petit espace qui est en train de se réduire jour après jour. Donc pour l'instant, ils vont rester où ils en sont et ils feront peut-être des discours plus ou moins posés politiquement, mais concrètement derrière, ça restera léger parce qu'il n'y a pas d'obligation à. Quand t'as plus le choix. Quand tu es sur un petit bout de terre avec un mur qui est en train de te pousser de plus en plus sur le précipice, en fait tu vois juste le précipice et du coup tu peux rien faire d'autre à part faire quelque chose, à part te mobiliser, à part te radicaliser. T'as pas le choix en fait, parce que de toute façon le moment où tu le feras pas, c'est le moment où tu seras mort. Qu'on le dise concrètement, je suis désolé si ça vous fout un petit peu la haine ou si ça vous fout, on va dire, plutôt la tristesse ou l'angoisse ou quoi, voilà. Mais à un moment donné, c'est ça la réalité aussi. Pour énormément de gens, on est en train de crever. Et on n'est pas en train de crever de « Ah, peut-être que ceci... » Non, on est factuellement en train de crever. On le voit, on le sait. Encore une fois, moi, vous m'enlevez mes cachets, je meurs. Point. Je n'ai pas mon traitement médical, je meurs, mon cœur s'arrête. Et le fait est que dans le cadre actuel, dans la société actuelle, mon traitement, je ne l'ai que parce que je suis au crochet d'une personne qui me permet d'avoir un traitement. Ce n'est que parce que je vis avec une personne qui a un salaire que je peux avoir mon traitement. C'est la seule et unique raison. La seule chose qui me maintient en vie, c'est ma coloc. Voilà le truc en fait. Donc, à un moment donné, je suis plus que d'accord avec ce genre de point de vue qui consiste à dire que la radicalité, c'est de ne pas avoir le choix. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je constate déjà que par mon vécu, en fait, ma radicalité elle est venue au moment où j'avais plus le choix. Et je le vois chez les gens aussi qui sont en face de moi. Ce sont celles qui sont quand même globalement le plus, en fait, avec le mur, quoi, dos au mur.
Ce sont celles-là les personnes les plus radicales. J'ai toujours vu un certain nombre de personnes qui se présentent ou se voient comme plus ou moins radicales, mais qui, si elles ne sont pas le dos au mur, finalement sont toujours plutôt un peu au centre, sont toujours avec des angles morts assez phénoménaux, sont toujours pas ouf. On va dire ça. Voilà, bref. Fun, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Si vous pouvez lâcher des ronds, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez lâcher des ronds et que vous pouvez, bien sûr, lâcher des ronds, passez plutôt par Ko-fi. Je me permets de faire un petit rappel pour une fois. Voilà. Vous avez Ko-fi, vous avez KissKissBankBank. C'est mieux que sur Twitch directement, puisque Twitch, il prend une grosse part. Ko-fi, c'est pas le cas. Et KissKissBankBank, c'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à faire des dons via Ko-fi ou KissKiss si vous le pouvez, si vous le voulez. Bien sûr. Je reprends la lecture. J'en étais où? Les connards de droite qui disent des trucs de droite. Ça me saoulait. Je me souviens de ça. C'est à mon début. Depuis le début, on nous avait un peu prévenu. Je veux dire que l'histoire même du terme ingouvernabilité aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Avant d'être réintroduit en théorie politique, ce mot relevait d'un vocabulaire policier, désignant, tout particulièrement dans le contexte de la police des enfants, une mauvaise conduite non criminelle. Qualifier un mineur d'ingouvernable permettait à l'administration, en l'absence même d'infraction ou de délit, au simple motif d'écart de conduite répété, de le soumettre à des mesures de contrainte ou de redressement. Fun. Lorsque des classes dirigeantes se plaignent de l'ingouvernabilité de leur sujet, recyclant ainsi en politique une catégorie servant par ailleurs à justifier la mise sous tutelle policière d'une marmaille incorrigible, il faut s'attendre à ce qu'elle recourt à des procédés similaires. On pourrait parler d'adultisme aussi au passage, mais bref. À la fin des années 70, Nicolas Poulantzas mettait en garde contre la venue d'un étatisme autoritaire social qui, au déclin décisif des institutions de la démocratie politique et à la restriction draconienne et multiforme de l'ensemble de ces libertés dites formelles, ferait correspondre à un accaparement accentué par l'État de l'ensemble des domaines de la vie économico-sociale. Cette hypothèse correspondait effectivement à ce que les néoconservateurs avaient en tête à l'époque. Un État fort, combinant mise au pas autoritaire de la vie politique, dirigisme technocratique de l'économie, subsumption néocorporatiste du social. Que des choses horribles. Que des choses qui ne donnent pas envie. Toutefois, ce que ni Poulantzas ni Huntington n'avaient vu distinctement venir, c'était le tournant néolibéral, qui n'était longtemps apparu à leur décharge que comme une option stratégique parmi d'autres. Un outsider programmatique. Dans le processus de recomposition en cours, allaient effectivement émerger des formes de politique autoritaire, mais elles seraient découplées de l'étatisme économico-social dont Poulantzas aurait pu penser qu'il en formerait le pendant. Un État politiquement autoritaire mais économiquement libéral, et qui, pour ce qui est de la gestion des rapports sociaux, troquerait les anciens schémas d'assujettissement corporatiste pour des formes plus autonomes de gouvernance privée. Pour saisir l'étrange synthèse stratégique qui s'esquissait alors, celle d'un néolibéralisme autoritaire aux multiples visages, c'est d'autres auteurs qu'il fallait lire. Invité en 80 à imaginer à quoi pouvait ressembler le capitalisme de l'an 2000, l'économiste Paul Samuelson... Non mais il n'y a que des Samuel. Il n'y a que des Samuel, c'est pas possible. Faisait partie d'un scénario qui l'inquiétait. Vous voulez discerner dans le présent une image possible de l'avenir, ce n'est pas vers la Scandinavie et son modèle social-démocrate, pas vers la vieille Europe et son économie mixte, pas non plus vers la Yougoslavie et ses expériences autogestionnaires qu'il faut vous tourner, suggérait-il, mais vers certains pays d'Amérique latine. Là, vous y devineriez des augures bien moins favorables. Et de narrer une parabole, conte lugubre destiné à servir de récit paradigmatique. Des généraux et des amiraux prennent le pouvoir. Ils exterminent leurs prédécesseurs de gauche, exilent les opposants, emprisonnent les intellectuels dissidents, étouffent les syndicats, contrôlent la presse et musellent toute activité politique. Et dans cette variante du fascisme de marché, les chefs militaires se tiennent à l'écart de l'économie. Ils ne planifient pas, ils n'acceptent pas de pot de vin. Ils confient l'économie tout entière à des fanatiques religieux, des fanatiques dont la religion est le laisser-faire du marché. Alors l'horloge de l'histoire avance à rebours. Le marché est libéré, la masse monétaire strictement contrôlée, les crédits de l'aide sociale étant coupés, les travailleuses doivent trimer ou mourir de faim. L'inflation baisse ou est réduite à néant.
La liberté politique étant mise sur la touche, les inégalités de revenus, de consommation, de richesse tendent à s'accroître. Ce scénario, qui est en fait réaliste, celui de l'Argentine ou encore du Chili, correspondait à la mise en œuvre d'un certain genre de régime politico-économique que Samuelson qualifiait sans nuance de capitalisme fasciste. Alors, encore une fois, toute forme de capitalisme est un fascisme, mais bref. Bref. Un capitalisme débridé, imposé et maintenu par la force brutale. Si les Chicago Boys et les amiraux chiliens n'avaient pas existé, remarque-t-il, il nous aurait fallu les inventer au titre de ces archétypaux. Bon, là encore une fois, ce que ça montre de manière assez claire, c'est que, encore une fois, le capitalisme est un fascisme, ne peut produire que du fascisme, que des inégalités, que des oppressions, que des violences. Surprise, mais en fait pas surprise. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'histoire récente, on a un connard qui est passé au pouvoir, libertarien de merde là, qui du coup a évidemment fait exploser le taux de pauvreté dans son pays en coupant absolument tout ce qu'il pouvait couper pour soi-disant faire respecter le libre marché, etc. Et étonnamment, c'est surtout les fascistes et les gens d'extrême droite de manière générale, qui sont donc des fascistes en fait, qui gagnent du pouvoir là-dessus en fait. C'est les seuls. C'est les patrons, c'est les personnes qui possèdent en fait qui gagnent du pouvoir. Les autres juste en perdent drastiquement. Parce qu'encore une fois, le principe même du capitalisme, c'est de centraliser et de concentrer. Donc tout ce qui est gagné d'un côté est forcément retiré ailleurs. C'est mathématique, enfin, vous pouvez pas enlever le truc, c'est le principe même de l'équation, quoi. Donc bon, bref. Je reprends. Le 2 novembre 1973, moins d'un mois après le coup d'état de Pinochet, un éditorialiste du Wall Street Journal, bien informé, s'enthousiasmait déjà. Un certain nombre d'économistes chiliens qui ont étudié à l'université de Chicago, connue à Santiago sous le nom de Chicago School, s'apprêtent à se déchaîner. Ce sera là une expérience que nous regarderions avec un grand intérêt d'un point de vue académique. Quoi ? Je vais canner. L'indécence des types. La putain d'indécence des types. Genre vraiment. C'est... Ouais, hein, voilà. Hein. D'ailleurs, là, typiquement, ça serait peut-être le moment de faire un point suprémacisme. Par hasard, hein, vraiment. C'est quand même marrant que ce soit donc du coup des pays colonisés. Hein. Surprise, mais en fait, non, pas surprise. Qui servent d'expérimentation, apparemment, pour le journal, qui n'y voient pas un problème, au contraire, ça les enthousiasme. Ça peut être intéressant de parler du fait que là, quand même, c'est basé littéralement sur du racisme, c'est basé littéralement sur l'exploitation de populations racisées, c'est littéralement basé sur du colonialisme. Genre, vraiment, ça serait bien, et d'avoir vraiment le petit point sur, du coup, le suprémacisme blanc, qui est quand même assez clair, là, avec le petit journaliste qui vient te dire « nous allons regarder ça avec un grand intérêt d'un point de vue académique. » Ça serait bien, ça serait bien, ça serait, je sais pas, faire un travail compétent de réflexion et de travail sur les liens entre le libéralisme, l'autoritarisme, tout ça, ce serait pas mal sur le racisme. Non, vraiment, on pourrait croire que quelqu'un comme Grégoire Chamaillou serait capable de faire ça. Mais il faut croire que non. Je reprends. D'un point de vue plus pragmatique, Amnesty International dressait quelques mois plus tard un bilan provisoire de l'expérience en question. La torture est une pratique courante dans l'interrogatoire des prisonniers politiques. Des dizaines de milliers de travailleuses ont perdu leur emploi pour des raisons politiques, beaucoup d'entre eux étant, selon toute vraisemblance, réduites à l'état de famine. Autre rapport, 3 ans plus tard, les violations des droits de l'homme n'ont pas cessé. Détentions arbitraires, exécutions, recours systématique à la torture et disparition des détenus politiques. Depuis le 11 septembre 1973, environ 100 000 personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Plus de 5 000 ont été exécutées, des dizaines de milliers ont dû s'exiler pour des raisons politiques. Ça n'empêche pourtant pas les grandes figures du néolibéralisme occidental de se rendre au grand complet et en connaissance de cause au Chili pour congratuler la dictature. Lorsque Friedman rencontre Pinochet en 1975, et il lui parle, la chose est connue, de politique économique et de thérapie de choc. Wep. Bienvenue en enfer, hein.
Quand Hayek est à son tour reçu par le dictateur en novembre 77, il l'entretient d'un autre sujet, de l'épineuse question de la démocratie limitée et du gouvernement représentatif. Le chef de l'État, rapporte à la presse chilienne, l'a écouté attentivement et lui a demandé de lui fournir les documents qu'il a rédigés sur cette question. De retour en Europe, Hayek lui fait envoyer par sa secrétaire une ébauche de son modèle de constitution, un texte qui justifie notamment l'état d'exception et écrit au Times de Londres pour défendre le régime contre les calomnies. Je n'ai trouvé personne dans ce Chili tant vilipendé qui ne fut pas d'accord pour dire que la liberté personnelle est beaucoup plus grande sous Pinochet qu'elle ne l'était sous Allende. Ah, du coup, c'est peut-être logique s'il y a 100 000 personnes qui ont disparu. C'est vrai que une fois que tu as fait taire absolument toute forme de contestation, que tu as tué, torturé, exilé les gens, bah c'est vrai que c'est vachement plus simple de ne pas trouver un discours qui revient dessus. Et puis, en plus de ça, si du coup tu cherches pas à avoir ce discours, parce qu'on va pas se mentir, hein, si tu vas voir Pinochet, tu vas pas spécialement voir les gens dans la rue, hein, bah c'est que c'est vachement pratique pour ne pas avoir du coup un discours qui va pas dans ton sens. Hein. C'est quand même vachement bien. New hein. donation from Jean-Mi. Bah merci beaucoup Jean-Mi. My ding ding dong. Merci beaucoup pour le don Jean-Mi, merci, c'est adorable. Merci beaucoup beaucoup. Bon, tu fais le don sur le moment glaçant où on a quand même le Zozo là qui est en train de dire « Ah là là, c'est quand même tellement bien un régime fasciste ou un massacre des gens. Vous avez vu, l'économie elle se porte bien. » Ça t'aide un peu, mais n'importe ce que vous me donnez, ça sera toujours de l'aide. Je vous le dis tout de suite, et d'ailleurs c'est pour ça notamment que sur KissKissBookBank, vous avez un abonnement qui est à 1 euro, parce que pour vous, 1 euro c'est potentiellement pas grand chose. Encore une fois, ça dépend de qui et de vos revenus, bien sûr. Mais pour moi, si tout le monde donne 1 euro, ça fait beaucoup. Donc vraiment, peu importe ce que vous donnez, c'est de l'aide, c'est beaucoup. Voilà, sachez-le, c'est pas anodin. Déjà, encore une fois, ne serait-ce que mettre la chaîne en avant, venir, discuter, être follow, partager la chaîne à d'autres gens, etc. Ça aide énormément, ça aide vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup, merci énormément, vraiment du fond du cœur, merci beaucoup les gens. Et merci du coup là précisément Jean-Mi. Et ne t'excuse pas, hein, je vais pas vous excuser alors que vous me faites des dons. Hein. Merci. Bon, je reprends sur le soutien fasciste là. Personne en effet, toute personne susceptible d'oser et soutenir publiquement le contraire ayant fort opportunément disparu. Lors de sa seconde visite, en avril 1981, Hayek accorde une longue interview au quotidien El Mercurio. Que pensez-vous des dictatures lui demande la journaliste pro-Pinochet. Très bonne question, merci de l'avoir posée. Dissertons un peu. Hayek. Eh bien, je dirais que, en tant qu'institution à long terme, je suis totalement contre les dictatures. Mais une dictature peut être un système nécessaire pendant une période de transition. Il est parfois nécessaire pour un pays d'avoir pendant un certain temps une forme de pouvoir dictatorial. Comme vous le comprendrez, il est possible pour un dictateur de gouverner de manière libérale. Il est également possible qu'une démocratie gouverne avec un manque total de libéralisme. Personnellement, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme. Envie de canner... Envie de canner fort, hein. Vraiment les fascistes. Hein. Oh là là, les fascistes. Oh là là, les fascistes. Je reprends. Salas. Oui, la journaliste s'appelle Salas. Merci de ne pas faire de blagues, Salas. Ce qui signifie que, pendant les périodes transitoires, vous proposeriez des gouvernements plus forts et dictatoriaux. Hayek. Dans de telles circonstances, il est pratiquement inévitable que quelqu'un ait des pouvoirs presque absolus. Des pouvoirs absolus qu'il devrait utiliser précisément pour éviter et limiter tout pouvoir absolu à l'avenir. Pour une fois, c'était pas Salas. Pour une fois, c'était Salas. Ouais. On dirait une joue heureuse de 4X qui regarde les divers bonus de diverses formes de gouvernement. Mais oui! Oui. 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 Et le problème, c'est que c'est avec des vraies vies humaines derrière. Mais oui. Ce que Samuelson dénonce comme un capitalisme fasciste, Hayek le défend comme un moindre mal.
Pour les libéraux, en de pareilles circonstances, la dictature s'avère être la pire des solutions à l'exception de tout autre. À commencer surtout par le socialisme. Au pied du mur, entre Allende et Pinochet, comme en d'autres temps entre la République et Franco, ou le Front Populaire et Hitler, on n'hésite pas. Certes, on ne l'accepte pas sur ton, comme une forme de gouvernement ayant vocation à se pérenniser, mais comme un expédient temporaire, phase de transition, état d'exception passager qui, si l'on en croit cette théorie de la dictature de la bourgeoisie, instituera l'ordre nouveau et s'auto-dissoudra une fois la tâche accomplie. D'ailleurs, je me suis permis de rajouter donc le Front Populaire et Hitler parce que faut savoir qu'à l'époque du premier Front Populaire, en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt contre le Front Populaire et finalement Hitler c'était pas trop un problème. Finalement, ça va. Revenez, c'est un fascisme raisonnable, quoi. On remet pas trop en question finalement l'intérêt des blancs bourgeois patrons. Donc prenez le fascisme, ça va. Donc du coup, il y avait ce slogan qui avait été fait et non sans raison. Non sans raison. C'est pour ça que je me suis permis de le rajouter. Voltigeuse de dialectique historique que cette défense libérale de la dictature transitionnelle. Comme le résume à l'époque Lord Caldor, le Chili est une dictature dotée d'une police secrète, de camps de détention, etc., où les grèves sont exclues, où l'organisation des travailleuses dans les syndicats est interdite. Nous prenons le professeur Hayek au pied de la lettre, une dictature fasciste quelconque devrait être considérée comme la condition préalable nécessaire, avec le monétarisme, d'une société libre. La charge touche juste. Il faut rappeler que Hayek, en faisant de telles déclarations, n'a pas dérapé. Ses prises de position sont en parfaite continuité intellectuelle avec ce qu'il théorisait depuis des décennies. Pourtant, cette apologie d'une dictature libérale de transition cadre mal avec ce que l'on retient ordinairement de sa doctrine. Si, comme il l'affirme avec tout autant de constance, le libéralisme se caractérise par l'exigence d'une stricte limitation des fonctions coercitives du gouvernement, comment peut-il affirmer la compatibilité, même temporaire, du libéralisme et de la dictature? Ça ne reste qu'une énigme, que si l'on s'en tient à une interprétation superficielle de sa philosophie. À mieux y regarder, la contradiction n'est qu'apparente. Ouais, fasciste de merde, hein. Ouais. Et si Stellaris était juste un générateur de data pour définir le futur de l'humanité, si Paradox appartenait en fait à Elon Musk? Non. Pitié, non. Voilà. Et je suis assez d'accord sur le rajout de Céron. En fait, Stellaris t'offre d'autres possibilités. Tu n'es pas obligé. Tu es libre de faire ce que tu veux et finalement ça en dit plus long sur toi que sur autre chose. Mais le fait est que sur Stellaris, tu peux ne pas être un connard fasciste de l'enfer en fait. Vraiment, tu peux ne pas aller là-dedans. A contrario d'autres 4X, de beaucoup d'autres 4X, si vous prenez des jeux comme typiquement Civilisation, etc., vous n'avez pas le choix en fait. Vous avez le choix entre est-ce que je suis le fasciste à gauche ou est-ce que je suis le fasciste à droite. Mais ça s'arrête là, vous êtes forcément des fascistes en fait. Vous allez forcément devoir faire du fascisme. Alors que pour le coup, Stellaris, tu peux vraiment faire une nation stellaire qui ne fait ni guerre, qui est pacifiste, purement dans la démocratie, dans les droits égaux pour tous, etc., avec des conditions de vie utopiques, etc. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux sur Stellaris. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux sur Stellaris. Et ça, c'est un truc que, en fait, on peut pas trop... oublier. Parce que, et c'est là où dessus, je vais rajouter un élément, parce que je vois Fred qui répond Explore, Exchange, Expand, Exterminate. Les 4X, oui. Sauf que, est-ce que Stellaris est un 4X? Et c'est là ma réflexion, en fait. Stellaris a commencé en étant un 4X. Ça, y a pas de problème. Je suis d'accord. Mais, le truc, c'est que dans la simulation actuelle, c'est plus un jeu de simulation qu'autre chose. Justement. C'est ça le truc, en fait. C'est que vraiment, avec Stellaris, on est un peu éloigné de ce qui est classiquement les 4X. Sur des aspects, bien sûr qu'on est toujours sur des aspects vraiment 4X. Et tu peux tout à fait partir dans un gameplay purement fasciste, purement 4X. C'est vrai. Mais à d'autres niveaux, dans Stellaris, tu t'éloignes quand même vachement de ce que c'est un 4X et tu te rapproches beaucoup plus d'un jeu de simulation.
vraiment à beaucoup de niveaux. Les derniers DLC, tu sens qu'il y a vraiment l'idée de dire bah en fait les 4X c'est cool mais non. Tu peux faire un gameplay 4X mais tu peux faire un gameplay différent. Et ça c'est quand même plutôt pas mal quoi. C'est plutôt pas mal. Civ 6 avec la dernière extension a enfin permis d'autres victoires que écraser les autres, il était temps. Alors je suis d'accord mais dans le fonctionnement même de Civ, tu restes sur un mécanisme qui est un mécanisme de 4X. Quand bien même tu peux faire d'autres types de victoires, ça ne change pas que la mécanique de gameplay reste la mécanique d'un 4X. Et du coup, partant de là, je suis pas forcément d'accord. Alors que là où vous prenez par exemple la Stellaris, vous avez tellement d'événements de narration, tout simplement de simuler la vie d'une nation stellaire que tu peux faire un gameplay où tu t'étends pas et c'est ok, et où tu fais ta petite histoire et c'est ok. Et en fait, partant de là, pour moi, ça s'éloigne quand même des gameplays 4X. Tout simplement. Après, c'est sûr que ça reste quand même, globalement, des jeux qui sont basés sur du fascisme, parce que comme l'a dit Céron, l'histoire occidentale, l'histoire occidentale, quoi. Enfin, voilà. Fascisme land, hein. C'est un peu le principe, quoi. Donc, bon. C'est difficile de passer un petit peu à côté, quoi. Ça y est, on peut plus troll tranquille. Non. Non. Vous pouvez plus troll tranquille. Des os, pas des os. Mais en vrai, c'est parce que c'est un point intéressant aussi à creuser et à questionner. Mine de rien, ce qu'on fait dans les jeux vidéo, ce qu'on y fait comme la manière dont ils sont faits, c'est important de les questionner et d'y réfléchir, de voir comment est-ce qu'on se positionne, de voir comment est-ce que eux se positionnent, etc. C'est pas anodin, encore une fois. Qui construit les jeux vidéo, qui les utilise, dans quel contexte ils sont créés, dans quel contexte ils sont utilisés, etc., etc., etc. Et il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, en fait. Et vraiment, c'est pas anodin et c'est pas non pertinent de se poser des questions sur ça. Au contraire, au contraire. Enfin, en tout cas, à mon sens. Bon, sinon on peut reprendre sur la lecture, parce que j'ai vu le marqueur de VOD qui m'a dit « Hey, tu as fini, tu devrais couper la VOD. » Donc je l'ai vu, c'est entendu. Néanmoins, je vais continuer un petit peu. Voilà. Je suis à la fin du chapitre bientôt ou pas? Ah, il me reste quelques pages encore. Hein. Je vais essayer de pousser à la fin du chapitre. Là, juste, le passage, il est assez clair. C'est qu'en fait, comme très régulièrement, les conservateurs font de la superficie. C'est-à-dire qu'en fait, les idées d'Hayek, elles sont très claires, elles sont très cohérentes, et le fait qu'il soit un putain de fasciste, en fait, c'est pas une contradiction avec ce qu'il dit quand il parle de liberté, etc. Il parle de liberté du marché, il parle de liberté d'écraser la grande majorité pour un petit groupe. Donc en fait, c'est inhérent au fascisme, encore une fois, c'est genre le modèle de pensée qui va avec. Donc étonnamment qu'il soit pour des modèles fascistes, pour des modèles de dictature, surprise mais pas surprise, c'est vraiment pas une contradiction. Et il n'y a que les conservateurs de droite qui creusent pas vraiment la question, à part le tiens, je suis en situation d'avantage et ça me va, mais je vais pas me poser la question de pourquoi est-ce que je suis en situation d'avantage, etc. Qui vont voir une contradiction là, parce qu'en fait la contradiction elle a jamais été là. Au contraire, ça va dans le même sens. Je reprends. Qu'est-ce que la démocratie? Pour Hayek, qui s'en fait une conception purement instrumentale, ce n'est qu'une règle de procédure, une méthode de décision fondée sur la règle majoritaire. Ah, je vais canner déjà. Je vais canner. C'est ça ta démocratie, frère? T'es vraiment un fasciste. Oh, oh, oh. Bref, je reprends. Un simple moyen et en aucun cas une fin en soi. Cette technique politique a ses avantages, notamment en ce qu'elle favorise les transitions pacifiques à la tête de l'État. Mais ce n'est pas un principe intangible, certainement pas le corollaire de quelque chose comme le droit politique inconditionnel à l'autodétermination. La valeur absolue, c'est la liberté, pas la démocratie. La démocratie n'est qu'une forme de gouvernement, tandis que la liberté, elle, serait plutôt à concevoir comme une forme de vie. Si d'aventure les deux achoppent, la seconde doit céder le pas, sans discussion, à la première. Je préférais sacrifier temporairement, je le répète, provisoirement la démocratie plutôt que de me passer de la liberté. Oui, donc la liberté d'être une grosse merde fasciste, on rappelle. Hein. Vraiment fasciste corps le gars. Hein.
Mais Hayek, qui a le goût du paradoxe, va plus loin en affirmant que la liberté personnelle peut parfois être mieux préservée sous un régime autoritaire que sous un gouvernement démocratique. Sous-entendu, la liberté individuelle des connards, des gens en situation de force, hein, encore une fois. Parce que la liberté individuelle des personnes opprimées, ça... on s'en bat les couilles. Sous Pinochet, pourtant, ni les libertés politiques, dont le droit de se présenter aux élections, mais aussi la liberté d'expression, de réunion, d'association, sans parler des droits de grève, de manifestation, etc., ni les libertés civiles fondamentales, dont celle de ne pas être soumis à l'arrestation, à la détention, à l'exécution arbitraire, n'étaient préservées. Soutenir donc, comme il le fait, que ce genre de régime peut sauvegarder la liberté personnelle, présuppose de la redéfinir en un tout autre sens. Mais quel contenu reste-t-il à une notion de liberté ainsi rabotée ? Uniquement la liberté économique comprise comme libre disposition de sa propriété. Lorsque Madame Thatcher affirme que le libre choix doit plutôt s'exercer sur le marché que dans les urnes, elle se borne à rappeler, approuve Hayek, que ce premier genre de choix est indispensable à la liberté individuelle, tandis que le second ne l'est pas. Le libre choix peut au demeurant exister sous une dictature capable de se limiter elle-même, mais pas sous le gouvernement d'une démocratie illimitée. On ne saurait être plus clair. La liberté économique, celle de l'individualisme possessif, est non négociable, tandis que la liberté politique est optionnelle. Or, autant il est concevable qu'un gouvernement autocratique fasse preuve de retenue en matière d'intervention économique, autant un gouvernement démocratique omnipotent est tout simplement incapable. Fasciste. Je vois pas quoi vous dire d'autre comme analyse que putain de merde, fasciste sur 20, quoi. Genre vraiment... Le mec ne voit pas le problème, pour lui tout va bien, ça pue le suprémacisme blanc de merde, c'est vraiment mes fascistes corps, je peux pas grandement revenir là-dessus. Oui, c'est malveillant. J'ai pas grandement de choses à vous dire là-dessus parce que, qu'est-ce que vous voulez que je réagisse à ça et que je vous explicite plus que ça ? C'est juste un fasciste de merde qui vous expose sa vision de fasciste de merde. Point. Et ça s'arrête là. Enfin, je vais pas vous raconter grand chose dessus, hein. Je reprends. La philosophie politique de Hayek révise les catégories établies et redistribue les oppositions pertinentes. À la faveur de cette opération de redécoupage conceptuel, des énoncés paradoxaux deviennent formidables. La démocratie pourrait être dénoncée comme totalitaire, mais aussi bien la dictature vantée comme libérale. La différence entre le libéralisme et la démocratie, précise-t-il, apparaît mieux si l'on considère leur contraire. Le contraire du libéralisme est le totalitarisme, alors que le contraire de la démocratie est l'autoritarisme. Dans son schéma, l'opposition principale passe donc entre libéralisme, entendu comme gouvernement économiquement limité, et totalitarisme, entendu comme gouvernement économiquement illimité. Une autre ligne de clivage secondaire, s'opposant cette fois démocratie et autoritarisme, traverse le tableau d'ensemble et le subdivise. On obtient ainsi implicitement une typologie quadripartie des régimes politiques que l'on peut reconstituer de la façon suivante. Donc, selon cette grosse merde de Hayek, si tu as du libéralisme et de la démocratie, tu es dans une démocratie libérale. Si tu as du totalitarisme et de la démocratie, tu es dans une démocratie totalitaire. Donc le totalitarisme, en gros, c'est ah là là, on s'assure que les gens ils meurent pas du fait d'avoir des entreprises capitalistes de merde. En gros, c'est une démocratie totalitaire. Et franchement, la fameuse, c'est comment ils nous ont dit ça tout à l'heure, la fameuse tyrannie des minorités, hein, n'est-ce pas? Putain de grosse merde de Hayek. Non mais vraiment, à un moment donné, je vais commencer à être un peu trop énervé pour me retenir, donc flemme. Hein. Quand vous avez de l'autoritarisme et du libéralisme, vous êtes dans un autoritarisme libéral, et ça c'est ok parce que le pognon, hein. Et quand vous êtes dans un totalitarisme, alors vous êtes dans un autoritarisme totalitaire et c'est pas bien. Bon, dans tous les cas, à partir du moment où il y a totalitaire, c'est pas bien. À partir du moment où il y a libéralisme, c'est pas bien. Donc ça veut dire qu'en fait, il en reste qu'un. C'est la fameuse démocratie totalitaire. Oh, so sad. Ce tableau des régimes de gouvernement fonctionne aussi comme une carte, je veux dire comme un moyen pour le néolibéral de s'orienter en politique, d'y faire des choix. La cohérence du soutien apporté par Hayek au régime de Pinochet s'éclaire à cette lumière. Dans cette logique, on préférera toute forme de gouvernement économiquement limité, quelle qu'il soit, à toute forme illimitée correspondante. Sachant qu'une démocratie illimitée est probablement pire que toute autre forme de gouvernement illimité. La conclusion coule de sens. Plutôt Pinochet qu'Allende. Ah. Envie de canner. Non, envie de le canner plutôt.
Envie de le canner très fort. Vraiment, vraiment très fort. Oh putain. Je reprends. Interrogé en 81 sur sa position face au régime totalitaire d'Amérique du Sud, Hayek rétorque qu'il n'y en a pas. Ne confondons pas totalitarisme et autoritarisme. Le seul gouvernement totalitaire à avoir récemment existé en Amérique latine, précise-t-il, c'était le Chili sous Allende. Je vais canner. Je vais canner. Je vous jure, je vais canner. Allons, respire. Respire, ça va aller. On se détend, on se calme. Nous lisons des fascistes. Nous lisons des fascistes et ils sont fascistes. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Ce sont des putains de mange-merde de fascistes et j'ai envie de canner à force de lire ces connards. Oh là là, oh là là, oh là là. Au bordel. Au bordel. Je reprends. Totalitaire, mais en quel sens? Et totalitaire, répond Hayek, un système qui, à la différence du libéralisme et de l'individualisme, entend organiser l'ensemble de la société et toutes ses ressources vers une fin unitaire. Mon Dieu, ce régime qui est socialiste, il va tous nous détruire en s'assurant qu'on soit tous de bien. Ok. Ok. Allez, hein, on va continuer. La distinction entre autoritarisme et totalitarisme, traduit Andrew Gumbel, joue un rôle important dans cette littérature. Les régimes autoritaires, comme le Chili, sont considérés comme étant de loin préférables aux régimes totalitaires, car s'ils interfèrent avec la liberté politique, ils n'interfèrent pas avec la liberté économique. Les syndicats sont bien sûr dissous ou réprimés, mais l'investissement étranger n'est pas entravé et les citoyens sont toujours libres de posséder, d'acheter et de vendre. Pour les néolibéraux, la destruction de la liberté politique est toujours regrettable, mais il est clair qu'elle ne saurait être mise en balance avec la perte beaucoup plus grave de la liberté économique pour le capital. Vraiment, ça, c'est l'approche et tellement de suprémacisme blanc. C'est incroyable, genre vraiment. Tout est dit. Le fait qu'en fait, ça peut être les pires régimes fascistes, tant que les blancs peuvent mettre du pognon, tout va bien. Tant que les blancs peuvent profiter et exploiter les populations, tout va bien. Is ok. Vraiment, c'est pas un problème. Et c'est littéralement ce qui est dit dans le texte. Hein. Littéralement, c'est dit dans le texte. La destruction de la liberté politique est toujours regrettable, mais il est clair qu'elle ne saurait être mise en balance avec la perte beaucoup plus grave de la liberté économique pour le capital, sachant que la liberté économique pour le capital, c'est ce qui est dit juste au-dessus. Les syndicats sont dissous, mais l'investissement étranger n'est pas entravé et les citoyens sont libres de posséder, d'acheter et de vendre. Voilà, littéralement, tant que les blancs peuvent venir faire leur boîte, exploiter les gens, vendre de la merde, bah tout va bien. Voilà, tout va bien. Grosse merde. Pour Hayek, si l'on veut éviter de sombrer dans ce totalitarisme, il faut absolument poser des bornes à des régimes parlementaires qui, de la démocratie libérale, tendent inexorablement à glisser vers la démocratie illimitée, et de là alors vers la démocratie totalitaire. Mais comment procéder? Une chose est sûre, la transition ne se fera pas spontanément. Cela requiert une intervention, du plan, de l'organisation, toutes sortes de choses que le libéralisme s'était officiellement interdites. De sorte qu'Hayek se trouve pris dans une contradiction. Professant en règle générale le respect de l'auto-engendrement spontané, par opposition à la fois au constructivisme social et au décisionnisme politique, il bute sur un phénomène qui contrevient à ses vues et auquel il ne perçoit pas d'autre remède que le contraire même de la non-intervention, l'imposition, par décision politique, d'une limitation de la démocratie, fût-ce par le recours, lorsque le danger est imminent, à l'état d'exception, à la dictature transitionnelle. Après tout, conclut Hayek, certaines démocraties n'ont été rendues possibles que par la puissance militaire de certains généraux. C'est surtout par là que beaucoup ont fini. Alors là, la dernière phrase, c'est la phrase qui a été rajoutée par, du coup, Grégoire Chamaillou. Hein. Voilà, je pense que la dernière phrase, c'est ce qu'il faut retenir.
c'est surtout par là que beaucoup ont fini. Hein. Vraiment, Hayek, grosse merde. Hein. Waouh! Mais alors le niveau, il est stratosphérique. Hein. Voilà, le gars qui a fait le problème économique du Chili de Pinochet, tout est dit. Ah oui, coucou Nambibi. Bah, en fait, on est sur toute une partie où justement Hayek nous dit mais moi, le Chili, Pinochet, c'est bien. Hein. De toute façon, il nous a dit je n'ai vu personne avec qui j'ai parlé au Chili qui a dit préférer Allende à Pinochet. Donc tout va bien. Voilà. Et après, il a dit clairement ah mais non, mais de toute façon, une démocratie où on doit s'occuper de tout le monde, ah bah non, c'est pas possible, vous comprenez. Après, on peut plus vendre et exploiter des gens. Ah bah non, hein. Oh, Putain de grosse merde, hein. Vraiment les fascistes de merde. Je continue, on se rapproche de la fin du chapitre. Le libéralisme, soutient Hayek, se fonde sur la découverte d'un ordre autogénérateur ou spontané dans les affaires sociales. Mais en fait, c'est ça aussi qui me fume avec ces putains de fascistes. Les mecs, littéralement, veulent coller un modèle hypothétique, théorique, éclaté au sol à la réalité, ils se rendent compte que ça marche pas, et du coup, bah venez on bute tous les gens qui sont pas d'accord. Mais vraiment, c'est ça le move, quoi. C'est, moi j'aimerais que le monde il fonctionne comme ça, mais le monde il fonctionne pas comme ça. Je vais tuer tous ceux qui me disent que le monde il fonctionne pas comme ça. Comme ça, le monde il fonctionnera comme ça. Pro-type, ça marchera toujours pas, mais t'auras tué plein de gens au passage. Donc tu seras juste une grosse merde à tous les niveaux. Bravo Hayek. Bravo. Gros niveau. Elle paie la merde. Je reprends. Le libéralisme, soutient Hayek, se fonde sur la découverte d'un ordre autogénérateur ou spontané dans les affaires sociales. Le dogme officiel de cette nouvelle théologie économique affirme que le marché serait capable, si seulement on le laissait enfin faire, d'engendrer par lui-même un ordre harmonieux. À l'ordre téléocratique, commandé par tes fins, s'oppose un ordre nomocratique fondé sur des lois générales. Hayek ne se prive pourtant pas de se faire, quand il le faut, le partisan d'une dictature de transition, pour éviter la tyrannie politique d'une direction consciente de la vie économique, autrement dit les restrictions du capital, quoi. Donc quelque chose d'horrible, hein, vous comprenez, pauvre entreprise qui souffre. Connard, encore une fois, il est alors prêt à endosser la tyrannie militaro-policière d'une répression consciente de la vie sociale et politique pour peu que celle-ci demeure libérale. Donc, autrement dit, venez on tue les opposants politiques, mais on peut continuer à faire de la libre entreprise. Oh. Ces contorsions expliquent plus profondément par les contradictions constitutives du libéralisme économique. Contrairement d'abord à ce que son dogme prétend, l'ordre du marché ne s'institue pas de façon spontanée. Il faut l'instituer et le reproduire en permanence. Ce qui nous est présenté comme un ordre naturel requiert en réalité pour se maintenir, comme l'écrivait Polanyi, l'artifice d'un interventionnisme continu, organisé et contrôlé à partir du centre. Pour une manière plus simple de le dire, comme on est dans des sociétés fascistes qui sont extrêmement oppressives, pour que ça se maintienne et que ça soit vu comme étant l'état de base, l'état minimum qui se met naturellement, et bien en fait il y a un travail constant par les gouvernements, par les puissants pour le maintenir. Voilà, concrètement c'est ça ce qui est dit. Les personnes en situation de contrôle font tout pour rester en situation de contrôle, maintiennent constamment ça par tout un tas de mécanismes, et vu qu'ils sont en situation de contrôle, ils ont toutes les ressources ou presque pour le faire. Rien dans les modèles de société qui sont actuels n'est issu comme ça de la nature qui s'est mis tout seul en place sans intervention extérieure. Non, c'est non seulement quelque chose qui s'est construit par un rapport de force inégale, mais qui est maintenu par ce même rapport de force inégale, constamment, aujourd'hui encore. Non seulement cet ordre économique n'est pas autoportant, mais plus radicalement, à rebours d'une représentation tenace, celui-ci n'existe pas non plus à l'état séparé. État et société civile, politique et économie, souligné Gramsci, sont des distinctions méthodologiques, tracées sur un même ensemble pratique plutôt que renvoyant à des sphères réellement disjointes. Comme dans la réalité effective, la société civile et l'État sont une seule et même chose. Force est de reconnaître que le libéralisme économique est lui aussi une réglementation de caractère étatique, introduite et maintenue au moyen de la loi et de la contrainte. C'est l'acte d'une volonté consciente de ses propres fins et non l'expression spontanée, automatique du fait économique. Le libéralisme économique est par conséquent un programme politique qui se propose, en cas de victoire, de remplacer le personnel dirigeant d'un État et de modifier le programme économique de l'État lui-même, autrement dit, de modifier la distribution du revenu national.
S'il ne s'auto-engendre pas, cet ordre produit cependant assez spontanément sa propre négation, ou, comme l'écrivait Marx, ses propres fossoyeurs. On pourrait étrangement lire les textes alarmistes de Hayek sur la pente fatale qui mène de la démocratie illimitée au socialisme comme une sorte de traduction approximative en idiome libéral de cette fameuse thèse marxienne. Sauf que pour Hayek, cette contradiction, au lieu d'être saisie de façon endogène, à partir des rapports de production, est renvoyée à l'intrusion d'une réalité perçue comme extérieure, parasitaire, superflue, la politique vue comme un alien. Sur le fond, la question est celle de la théorie de la crise. Si l'on considère à l'instar des néolibéraux que le capitalisme est essentiellement stable, autorégulateur, alors les dérèglements et les convulsions dont il est pourtant si manifestement affecté ne sont attribuables qu'à autre chose que lui-même. La crise est forcément d'origine externe, due à un phénomène de politisation exogène de l'économie. Les théories de la crise, du gouvernementalité et de la démocratie sont l'expression de ce déni. Les contradictions internes du capitalisme étant biffées, leur manifestation étant rapportée à l'effet d'une ingérence de la politique démocratique. La solution générale coule de source. Comme le dit Hayek, il faut limiter la démocratie. Voilà, incroyable, c'était pas bien. Fin du chapitre, et du coup ça fait une grosse VOD. Mais je voulais finir le chapitre avant de couper la fin de VOD, donc voilà. Petite fougère de YouTube, je commence à craquer, puisque comme à chaque fois, quand on fait des lectures de sciences humaines et sociales et qu'on a tout simplement des paroles rapportées de fascistes, plus le temps passe, plus ma résistance à leurs propos réduit, comme peau de chagrin, et plus j'en arrive à lâcher des vulgarités. Et franchement, j'en ai un peu rien à péter. Voilà, je vous le dis tout de suite, s'il y en a certaines qui sont choqués parce que j'insulte leur grand mort à des fascistes, vous êtes probablement pas du bon côté. Voilà, je vais le dire plus simplement, vous êtes probablement aussi un peu fasciste, voilà. Donc du coup, nique. Voilà, nique les fascistes de manière générale. Si vous vous sentez concerné, c'est que nique vous aussi, du coup. Faites-vous plaisir. Après tout, vous êtes un certain nombre, donc profitez-en pour vous niquer entre vous. Et puis sur ce, petite fougère de YouTube, des bisous, ciao ciao.